On va lancer cet après-midi. Alors, tout d'abord par une conférence, je m'en excuse, qui sera de nouveau à distance, mais on innove sur 2 sites, donc depuis Bordeaux et Montpellier. Et après, on va repasser sur des présentations depuis Beaune, que vous puissiez voir des présentateurs en chair et en os. On vous garantit qu'on vous a sélectionné les meilleurs pour cette journée. Donc, tout d'abord... c'est facile de dire ça, une fois qu'on va laisser la parole à Bordeaux. Une intervention donc de Virginie Brun, Laurent Delière depuis Bordeaux et Alexandre Soquet depuis Montpellier sur les réseaux défis. Je vous laisse la parole. Oui, et le PowerPoint s'affiche, a priori, c'est bon ? C'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Brun. Je travaille pour la cellule d'animation nationale du réseau défi, donc basée à l'APCA à Paris. Donc, on va vous faire une petite présentation à 3 voix sur justement le réseau défi. Donc, moi, je vais vous présenter plutôt le réseau et vous donner 2-3 éléments et notamment peut-être faire un petit focus sur la manière dont on travaille avec les viticulteurs, enfin les exploitants membres de ce réseau, et puis Laurent et Alexandre ensuite vous présenteront des résultats un petit peu plus chiffrés et détaillés sur les résultats obtenus sur les fermes défis. Donc, alors le réseau défi, déjà, je pense que vous le savez tous, hein, c'est une action du plan Ecophyto, donc un réseau de fermes de démonstration, enfin avec 2 volets, hein, un réseau ferme, bâti autour de fermes de démonstration, fermes volontaires, des exploitants agricoles qui se sont engagés volontairement à réduire l'usage des produits phytosanitaires sur leurs fermes, et puis un volet d'expérimentation dont on parlera peu aujourd'hui. On va plutôt parler de ce qui se passe sur les fermes défis. Donc le réseau défi, comme vous le savez, vous le voyez à l'écran, ses objectifs, c'est de tester, d'éprouver et, in fine, de déployer des techniques et des systèmes agricoles qui permettent de réduire l'usage des produits phytosanitaires, donc dans le cadre de systèmes qui restent évidemment performants sur les plans économiques, social et environnemental. Donc voilà, à partir d'un réseau national qui couvre l'ensemble des filières de production. Aujourd'hui, on va parler de viticulture, mais évidemment, le réseau s'intéresse à toutes les filières de production. Donc pour le réseau viticulture, actuellement, parce que le réseau a un peu fluctué dans ses effectifs, mais actuellement on a 36 groupes de viticulteurs, ce qui représente très exactement 422 viticulteurs, donc autant de systèmes de culture que l'on suit, sur lesquels on suit l'évolution des pratiques agricoles. Et aussi, petite information qui, je pense, a son intérêt, on a à peu près moitié-moitié de systèmes en bio et de systèmes en conventionnel. Donc ça, c'est les chiffres actuels. Ce qu'on vous présentera après, peut-être que les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, puisque comme je vous disais, le réseau a un peu fluctué. Actuellement, voilà, je crois qu'on a été jusqu'à 600 viticulteurs, 600-800 viticulteurs suivis. Donc moi, je voulais vous présenter rapidement et vous parler de l'accompagnement qu'on propose aux agriculteurs qui sont membres de ce réseau et vous dire en 2 mots en quoi il consiste avant de vous présenter les résultats. Donc on accompagne vers quoi ? Je vous le disais, mais on accompagne les viticulteurs dans une démarche volontaire de réduction d'usage des produits phytosanitaires, parfois aussi dans des projets, un projet plus global que ce simple objectif. On accompagne quoi ? Donc on accompagne surtout le changement de pratique agricole sur voilà, des systèmes qui sont choisis par l'agriculteur sur son exploitation. Et ce qui est peut-être un peu l'originalité de la démarche proposée dans le cadre du réseau défi, il y a un double accompagnement, enfin 2 facettes en tout cas de l'accompagnement. Un accompagnement individuel, donc d'un conseiller qu'on appelle ingénieur réseau dans le cadre du réseau défi. Donc l'accompagnement d'un ingénieur réseau avec un viticulteur, un agriculteur, et puis un accompagnement collectif dans le cadre d'un groupe de viticulteurs qui se sont rassemblés autour d'une problématique commune, en tout cas d'intérêt partagé, sur lequel ils veulent avancer aussi collectivement, évidemment en lien avec la réduction d'usage des produits phytosanitaires. Notre objet d'étude, donc, c'est le système de culture, une notion qui peut peut-être paraître un peu flou ou en tout cas complexe pour les cultures pérennes. C'est vrai que c'est plutôt un concept qui a été adapté en tout cas de ce qu'on peut faire en production culture assolée.
Donc je vous disais, double facette de cet accompagnement, un accompagnement individuel qui est construit par ce binôme agriculteur-conseiller, donc agriculteur-ingénieur-réseau, pour l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs en termes de réduction d'usage ou même de maintien à un niveau bas d'utilisation de produits phytosanitaires. On n'est pas que dans la réduction, on est aussi dans l'accompagnement des systèmes ou des maintiens à un niveau très bas d'utilisation, avec l'idée d'analyser à la fois les moteurs et les freins dans l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est tout l'objet du travail entre l'ingénieur réseau et l'agriculteur, et comme je vous disais, donc un objet d'étude, le système de culture. L'accompagnement collectif, évidemment, vous vous en doutez, il permet de confronter les idées des agriculteurs, de confronter les projets respectifs, et donc à chacun de réinterroger ses pratiques, de se réassurer aussi, et voilà, d'élargir son champ de vision, de prendre du recul. C'est aussi par le biais de ces échanges, de l'intelligence collective, quelque part, que certains viticulteurs, agriculteurs trouvent aussi des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent. Et puis, l'idée aussi, c'est, in fine, de redonner, de remettre en fait l'agriculteur aussi au centre, au cœur de son projet, et de l'aider à retrouver, ou en tout cas à trouver une certaine autonomie décisionnelle dans les choix qu'il fait d'évolution de ses pratiques. Donc voilà, vraiment ces deux facettes qui viennent quelque part s'interroger et se répondre tout au long donc de ce fil quelque part, de ce fil rouge de l'accompagnement, de cette méthodologie. Alors rapidement, mais pour vous dire que tout commence finalement entre un ingénieur réseau, un conseiller et un viticulteur par une phase de diagnostic. Voilà, donc il y a cette petite phase qui est primordiale, où on prend le temps de faire le point, de faire un diagnostic. Alors PZ0, c'est-à-dire point zéro, on prend aussi le temps de bien décrire l'état des pratiques agricoles à l'entrée, au moment en fait où on commence à suivre le système de culture. Et ça sera en fait la référence pour toute la suite, et notamment pour toute la phase un peu d'analyse des résultats et d'analyse des trajectoires. Donc voilà, ensuite, sur la base de ce diagnostic d'entrée, on met en place un projet individuel qui est donc animé et mis en œuvre tout au long de l'année. Les visites en saison, les animations de groupe, donc le volet un peu collectif, permettent d'affiner aussi le projet individuel de chacun, permettent, comme je le disais, de réinterroger ses pratiques. Et donc en fin de campagne, on fait un bilan de campagne avec le conseiller, avec l'ingénieur réseau, qui permet donc une certaine prise de recul, de mettre en œuvre éventuellement, de réinterroger les pratiques mises en œuvre et de faire évoluer le système vers un système de culture idéal, entre guillemets, en tout cas selon l'objectif, les propres objectifs du viticulteur. Donc finalement, pourquoi on fait tout ça? Le réseau défi, finalement, ça pourrait se faire dans un cadre un peu individuel ou confidentiel entre un conseiller et un viticulteur. La plus-value quand même du réseau et de la mise en réseau, c'est qu'il y a comme une notion aussi de produire des connaissances, des références sur ces systèmes à bas niveau d'usage en produits phytosanitaires. Et donc c'est un peu aussi toute la démarche et toute la méthodologie de production de références. Je vais vous en dire deux mots, et puis ensuite, de toute façon, Laurent et Alexandre l'illustreront. Mais on a un peu deux approches dans le cadre du réseau défi. L'idée, c'est donc, comme je vous disais, de donner à connaître, de produire des références et des connaissances sur ces systèmes dans deux optiques. De montrer, en gros, il y a deux façons de faire. Soit on montre qu'il est possible d'avoir des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires, soit on montre que le changement aussi est possible et que donc en partant d'un niveau avec des niveaux d'usage un peu élevés, on peut réduire son usage de produits phytosanitaires. Donc deux approches qui nous permettent aussi de travailler à produire des références, en tout cas à capitaliser toutes ces connaissances de deux manières, c'est-à-dire en repérant et en décrivant ces systèmes qui sont déjà économes et, comme je vous disais, multiperformants sur tous les autres plans de la durabilité, ou de repérer et d'écrire des situations et donc les stratégies associées qui permettent de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires. Donc on parle de trajectoires remarquables.
Et dans le premier cas, on parle de système de culture économe et multiperformant. Donc c'est un peu les deux approches dans notre manière en tout cas de traiter et de donner à voir les résultats du réseau défi. Donc ça prend diverses formes. Là, je vous en ai mis quelques-unes à l'écran, puisque l'idée, évidemment, après, c'est de partager tout ça. Donc partager ses acquis, de transférer les résultats. Donc c'est aussi le rôle de la cellule d'animation nationale, de mettre tout ça sous un format diffusable, appropriable par tous. Donc ça prend la forme de fiches descriptives, de trajectoires ou de pratiques agricoles aussi remarquables qui permettent de réduire l'usage des produits phytosanitaires ou de produire aussi diverses brochures techniques qui mettent en avant des résultats d'analyse. Dernièrement, je sais qu'il y a une étude qui a été faite sur l'utilisation du cuivre dans la filière viticulture du réseau défi. Donc si ça vous intéresse, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, c'est pas forcément écrit à l'écran, mais toutes ces productions sont disponibles sur le portail Ecophytopic, donc le portail de la protection intégrée des cultures. Il y a des pages spéciales du réseau défi qui vous permettront d'accéder à toutes ces productions. Je crois que je vais laisser la parole à Laurent qui va justement vous illustrer un peu tout ça avec quelques graphiques et chiffres à l'appui. Ça marche, merci Virginie. Et puis merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris exprès pour la journée, pour nous présenter le réseau défi. Donc vous présenter les résultats en 5 minutes, c'était quasiment pas possible, quoi. Donc j'ai choisi de faire le focus sur quelques résultats marquants du réseau depuis ces dernières années. Puis après, on laissera la parole donc à Alexandre Soquet à Montpellier qui vous montrera un peu comment la recherche aussi s'empare de ces résultats pour montrer la pertinence de ces approches. Je crois que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. C'est quoi? C'est entrée, c'est ça. Alors, on peut regarder l'évolution, c'est l'objectif quand même, l'évolution des IFT dans le réseau. Donc, vous avez les graphiques ici. Donc, on peut regarder l'évolution entre l'état initial, donc l'état avant que l'exploitation rentre dans le réseau, et puis ici vous avez les résultats donc 2017 à 2020. Donc c'est sur un échantillon de un peu plus de 260 systèmes de culture où on a les résultats sur toutes ces années, avec une partie en conventionnel et une partie en bio. Et donc on voit qu'il y a effectivement une réduction de l'IFT hors biocontrôle, et le graphique en bleu. Alors évidemment ça fait un peu des montagnes russes, notamment avec un pic en 2018, mais je pense que tous les praticiens dans cette salle ou à Beaune ou à Montpellier comprendront pourquoi il y a un pic en 2018. Mais on a quand même globalement une baisse de l'IFT hors biocontrôle et inversement une augmentation de l'IFT biocontrôle. Et donc si on compare l'état initial avec, on va dire, une moyenne des années 18, 19, 20 pour englober différents niveaux de pression parasitaire, on voit que pour l'IFT hors biocontrôle, on a une réduction de 23%. Entre donc l'état initial et la moyenne de ces 3 années. Et pour l'IFT biocontrôle, on a une augmentation de 40%. Donc on voit bien qu'on a une réduction de l'IFT au profit en fait, d'un gain de l'IFT biocontrôle. Donc voilà un résultat très macro, on va dire, sur les effets de l'accompagnement des filles et du projet initial des viticulteurs sur leur consommation en phytosanitaire. Alors ce qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder ces mêmes évolutions par rapport en fait, à l'état initial de l'exploitation en fait, avant son entrée dans le réseau. On sait qu'il y a des pratiques qui sont extrêmement différentes entre les exploitations, et donc avant leur entrée dans le réseau, on a des situations qui peuvent être déjà économes et d'autres qui sont moins économes. Donc on peut regarder par exemple, on peut qualifier, on va dire, cet état initial en comparant donc leur IFT 0.0 comme on dit par rapport à un IFT de référence. Et donc dans le résultat que je vous montre ici, c'est l'IFT de référence, c'est en fait l'IFT moyen issu de l'enquête SSP du bassin viticole considéré. Donc ce qui permet de positionner quand même les exploitations par rapport à leur situation agroclimatique. Et donc là, dans le classement que j'ai proposé, c'est des exploitations qui étaient non économes, c'est-à-dire qu'il y avait un IFT supérieur ou égal à l'IFT de référence. Alors on peut discuter après non économe ou pas, mais enfin le classement qui a été fait. Des exploitations qui étaient déjà économes, c'est-à-dire que entre la moyenne de l'IFT de référence et puis 50% de l'IFT de référence, et des exploitations qui étaient déjà très économes, qui étaient en dessous de 50% de l'IFT de référence. Et puis de la même manière, on peut regarder l'évolution, donc ici c'est de l'IFT hors biocontrôle, de ces 3 catégories d'exploitation. Et donc on voit effectivement un peu sans surprise, c'est que plus on part de haut, plus on peut descendre bas quand même globalement. Enfin plus plus la pente est descendante. Et donc pour les exploitations qui étaient non économes, on arrive à une réduction moyenne encore quand on compare 0.0 à les années 2018, 2019, 2020 de 30%, un peu plus de 30%, 25% pour les exploitations qui étaient déjà économes. Et par contre pour les exploitations très économes, là on est plutôt à une stabilisation en fait, de l'IFT avec des oscillations, encore une fois, qui dépendent des années, des pressions parasitaires qui sont enregistrées avec toujours ce fameux pic
de 2018 qu'on retrouve partout. Donc effectivement, des potentialités de progression qui sont différentes selon l'état initial, et on voit quand même qu'on a des IFT moyens qui, pour l'exploitation très économe, ont un petit peu de mal à descendre, même si derrière, évidemment, il y a de la variabilité encore entre les exploitations. Alors d'autres petites questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les leviers en fait qui permettent dans le réseau de limiter en fait de réduire ces IFT. Alors je ne vais pas détailler tous les leviers, hein, on n'en a pas le temps et puis on aura d'autres occasions de le faire. C'est tous les résultats issus d'un travail, notamment du travail de thèse d'Esther Fouillet, donc qui réalise sa thèse à Montpellier à l'UM Erapsis, sous la direction d'Anne Méraud, que je salue d'ailleurs, parce que je pense qu'elles sont dans la salle. Je ne sais pas comment on salue, mais voilà, je pense que elles reconnaîtront leurs résultats. Donc, ils se sont intéressés notamment, à la manière dont on peut réduire l'IFT fongicide et ont montré qu'une des manières, c'était de réduire les doses. Voilà, bon, c'est pas extrêmement nouveau, mais ça a été bien prouvé. Donc, on a regardé l'IFT par traitement. Hein, donc, un IFT par traitement, c'est-à-dire que s'il est à 1, c'est que le traitement est fait à pleine dose. S'il est en dessous de 1, c'est qu'effectivement, la dose est réduite pour le traitement considéré. Et donc, Esther a bien montré que donc sur un échantillon de à peu près 250 systèmes de culture qui étaient présents dans le réseau entre 2012 et 2019, on a au cours du temps une réduction de cet IFT par traitement qui montre bien qu'on a une réduction des doses utilisées pour chaque traitement. Et puis le graphique de droite, vous voyez, donc ces comparatifs a été fait pour 3 périodes de l'année, une période plutôt en préfloraison, un moment au niveau plutôt de la sensibilité des grappes, de la floraison-nouaison, et puis une période plutôt, on va dire, fin de cycle. Et on voit qu'effectivement, les gros gains d'IFT, c'est-à-dire que les grosses réductions de doses sont de plus en plus enregistrées plutôt en début de campagne, quand la végétation n'est pas pleine, ou en fin de campagne, effectivement, quand on cherche plutôt à protéger le feuillage ou à avoir où la dose est peut-être moins importante par rapport à la protection. Donc un des leviers qui permet de réduire l'IFT, et notamment l'IFT fongicide qui est quand même majoritaire dans l'IFT total, est la réduction de dose, mais il y a bien entendu d'autres leviers qui sont mis en œuvre. Et puis on peut s'intéresser également à l'évolution d'autres indicateurs que l'IFT global. Hein, donc là j'en ai illustré 2, mais on pourra en trouver d'autres. Donc une partie sur l'utilisation des herbicides. Donc les herbicides, ça représente une petite part de l'IFT total, mais ça reste quand même utilisé sur de très nombreuses surfaces en viticulture. Et donc dans le réseau, on voit qu'on a globalement entre l'état initial à 2020 une réduction de l'IFT herbicide. On passe dans cet échantillon de 0,8 à 0,4. Donc là, il ne s'agit que des exploitations conventionnelles dans l'échantillon. On a exclu les exploitations en bio qui ne faisaient pas d'herbicides. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que cette réduction, en fait, elle s'accompagne surtout d'exploitations qui arrêtent les herbicides. Ce que vous avez les barres vertes, c'est le pourcentage de systèmes de culture qui sont sans herbicides. Avec une faute d'orthographe d'ailleurs, je viens de le voir. Et donc on a une augmentation très importante d'exploitations qui arrêtent les herbicides, et donc ce qui fait globalement diminuer l'IFT herbicide. Et puis on peut aussi regarder l'utilisation des produits CMR. On en a parlé ce matin, Pierre-Philippe en a parlé de son exposé. Et on voit que de la même manière, on a une réduction importante de l'usage des CMR, des produits CMR dans le réseau, que ce soit sur l'indicateur de quantité moyenne de substances actives CMR, c'est la courbe orange, ou en termes de nombre d'intrants CMR qui sont utilisés, nombre moyen d'intrants CMR qui sont utilisés sur les exploitations, où on a aussi une réduction très importante au cours du temps. Voilà. Donc globalement, l'accompagnement des filles permet... c'est dans l'objectif, donc c'est un peu normal, et heureusement, quand même, on est content, une réduction des IFT à partir d'un certain nombre de leviers qu'on peut détailler. Et puis, il y a aussi d'autres aspects d'utilisation des produits phytosanitaires qui est fortement réduit. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin dans les résultats. On est aujourd'hui, au niveau de la cellule d'animation nationale du réseau Défi, en train de faire une synthèse vraiment des résultats de la période qui vient de se terminer en 2021. Donc une synthèse globale des résultats. Et puis il y a aussi, j'en ai parlé, les travaux de thèse d'Esther Fouillet qui travaille vraiment sur les dynamiques au sein du réseau Défi, sur les trajectoires des exploitations et sur la manière dont les exploitations en fait s'y prennent pour réduire les produits phytosanitaires. Et donc je pense qu'elle soutient sa thèse à la fin de l'année, et donc il y aura des résultats très intéressants qui pourront être communiqués à cette occasion-là. Et donc je laisse la parole à Alexandre. Alors là, je ne sais pas comment ça va se passer pour la technique. C'est parfait. Alexandre, donc à toi la parole. Bonjour, donc Alexandre du Centre d'économie de l'environnement de Montpellier, comme Julie et Gwenolé. Je vais vous présenter des résultats qu'on a obtenus sur un travail avec Julie, sur la première période de défi, parce qu'il y a eu 2 dates d'entrée, 2012 et 2016,
Et nous, on regarde ce qui s'est passé sur la période 2012-2016. Donc, on peut se demander quel est l'impact de la participation de DEFI sur l'utilisation de pesticides. Et si on prend par exemple les ronds blancs ici, qui représentent l'IFT des fermes DEFI, donc des premiers entrants, on voit que ça a diminué au cours du temps. On pourrait se dire l'impact, c'est moins 25% par exemple d'utilisation de pesticides. Mais si on prend les carrés noirs ici, qui représentent la moyenne d'IFT au niveau national, on voit que l'utilisation de pesticides a augmenté. Donc nous, on se dit, mais qu'est-ce qui serait passé pour ces fermes DEFI si elles n'étaient pas entrées dans le réseau? Est-ce qu'elles auraient augmenté de la même façon? Est-ce que dans ce cas-là, l'impact de DEFI, c'est une baisse de 40%, 43% des IFT ou pas? Quelle aurait été leur trajectoire si elles n'étaient pas entrées dans le réseau? Et pour trouver ça, on a besoin de reconstituer un contrefactuel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les enquêtes pratiques culturales du ministère de l'Agriculture. Donc on observe 5000 parcelles de 2010 à 2016. Et en fait, pour les 145 fermes DEFI pour lesquelles on a un IFT, on va essayer de trouver des jumeaux statistiques au sein des enquêtes pratiques culturales. Et on va essayer de trouver des jumeaux statistiques en se basant sur des indicateurs qu'on trouve dans le recensement agricole de 2010, qui sont des caractéristiques de l'agriculteur, type son diplôme, des caractéristiques de la ferme, le type de label dans lequel il est entré, la surface, la main-d'œuvre, les assurances qui sont prises, etc. Et donc, on va essayer d'être au plus proche de ces indicateurs-là et on va imposer qu'un jumeau, une ferme qui n'est pas entrée dans DEFI, soit obligatoirement du même bassin viticole et si la ferme DEFI est en bio, qu'elle soit en bio aussi. Donc, on est capable de trouver des jumeaux statistiques, par exemple, pour 107 fermes DEFI. Et donc, l'impact qu'on va mesurer, c'est pour l'année 2016, nous, à chaque fois. À partir de nos jumeaux statistiques, on va donc reconstituer ce qui serait passé si les fermes n'étaient pas entrées. Donc notre impact, ce ne sera pas simplement la diminution, mais ce sera par exemple l'augmentation d'IFT qu'on aurait observé si les fermes n'étaient pas rentrées en DEFI, plus la baisse qui est observée. Après, il aurait très bien pu avoir ici une baisse d'IFT sans l'entrée dans DEFI, ça va dépendre des indicateurs que l'on regarde. Mais sur le principe, voilà, on essaie de comparer ce qui serait passé sans l'entrée dans le DEFI. On va utiliser différentes bases de données et différents estimateurs et on va appliquer ça sur des indicateurs sur l'IFT chimique et sur l'IFT de biocontrôle, parce qu'un des objectifs de DEFI, c'est de promouvoir le biocontrôle notamment, et on va distinguer IFT fongicide, IFT herbicide et IFT insecticide. On va aussi avoir une variable de rendement qui seront les hectolitres par hectare. Résultats principaux, c'est sur l'IFT chimique, on observe en 2016 une baisse de 20% de l'IFT chimique, qui est principalement due à des baisses sur les IFT fongicides, mais ça c'est robuste quelles que soient les bases de données ou les estimateurs utilisés. Sur le biocontrôle, on observe une augmentation de 15 à 20%. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement compensé, il y a un effet de substitution, mais l'IFT chimique dans nos fermes, il est aux alentours de 12-13, alors que le biocontrôle, il est à 3-4. Donc, au total, on a quand même une baisse de 15% de l'IFT total. Mais on observe cette augmentation de l'IFT biocontrôle qui est principalement tirée par les fongicides, encore une fois. Sur les impacts sur les rendements, on n'a pas de résultats stables, ça dépend un petit peu de nos estimateurs ou de nos bases de données. Parfois, on trouve un impact négatif. Quand on prend des bases de données extérieures, parfois, on trouve un impact non significatif. Bon, il y a beaucoup de problèmes de données manquantes, que ce soit dans les enquêtes du ministère ou dans la base de données agrosiste sur les rendements. Donc, on n'a pas de conclusion stable là-dessus. Simplement, voilà, probablement une interprétation, c'est qu'il y a des bonnes expériences à reproduire de DEFI, et donc il faut diffuser absolument les itinéraires techniques, mais que parfois il faut se méfier parce qu'il y a des baisses de rendement qui peuvent être observées. Pour conclure cette présentation, j'ai repris voilà, un graphique qu'avaient fait Laurent et Virginie sur DEFI. Et là, ils avaient, à l'entrée dans DEFI, ils avaient distingué, encore une fois, les systèmes qui n'étaient pas économes, donc qui utilisaient pas mal de pesticides, et ceux qui en utilisaient beaucoup. Et on voit que l'année 2016 était une année spéciale, également, comme 2018, avec une forte pression parasitaire. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde ceux qui étaient très économes? En fait, ils remontent un petit peu en 2016, comme si, voilà, quand il y a vraiment une pression parasitaire forte, on ne peut pas baisser au-delà de certains seuils l'utilisation de pesticides. Et donc notre impact est peut-être voilà, une frontière basse de ce qui est possible grâce aux itinéraires techniques DEFI. C'est-à-dire que, voilà, vu que les fermes étaient en moyenne plus performantes que le reste de la France, on peut se dire que voilà, les 20%, c'est un peu une frontière basse de l'effet.
Après, l'autre chose qu'il faut discuter également, c'est que voilà, les fermes défis, c'est des fermes volontaires. Elles ont participé volontairement à ce programme. Elles étaient prêtes à prendre des conseils et à se mettre en groupe. Du coup, c'est pas dit que si on appliquait les mêmes choses au reste de la France, il y aurait un effet qui serait aussi important, même si la marge de progression est potentiellement plus importante. Voilà. Merci. On a un document de travail sur ce sujet qui est disponible sur mon site, sur celui de Julie. Merci beaucoup. Alors, on va passer tout de suite aux questions. On a pris un tout petit peu de retard. C'est toujours comme ça en début d'après-midi. On va essayer de rattraper sur les questions et on va commencer par Beaune. Est-ce que vous avez des questions suite à cette intervention sur les 2 sites? Donc, toujours le même principe. On se lève, on se présente. Bonjour, Laurent Poplard, Souffle les Vignes. À réduire les doses de produits de matières actives unicides appliquées sur des pathogènes, notamment présents, est-ce qu'on ne risque pas d'augmenter l'apparition de phénomènes de résistance pour toutes ces matières actives unicides et donc de réduire le portefeuille ou l'éventail de produits mis à disposition, sachant que si on parle des molécules qui resteraient, entre guillemets, ce seraient les multisites et dans 2 ans, il ne restera que le cuivre. Pour résumer, est-ce que de réduire les doses, toutes conditions étant équivalentes par ailleurs, on ne risque pas d'accélérer le développement de phénomènes de résistance aux fongicides, comme c'est le cas pour les herbicides avec le glyphosate? Je prends la question. Oui, non, c'est une question qui est très ancienne. Donc effectivement, par rapport à ce qu'on a présenté ici, c'est pas forcément des réductions de doses que de produits unicides, etc. On est sur une réduction globale des produits phytosanitaires. Et donc, vous l'avez vu dans les résultats qui ont été présentés, notamment de la thèse d'Esther, c'est que c'est globalement des réductions de doses qui sont faites grâce à des adaptations au volume de végétation en début de saison. Et donc là, effectivement, on est sur des concentrations constantes et donc il n'y a pas ces problèmes par rapport aux résistances. Où on est plutôt sur des baisses de doses de fin de saison, où effectivement là, on est plus souvent d'ailleurs sur des produits cupriques, avec des problématiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est une question effectivement de fond qui est d'ailleurs traitée dans d'autres zones, mais qui finalement en termes de pratique, je pense, ne pose pas trop de problèmes par rapport à les problématiques de gestion des résistances. Merci. Je vous propose qu'on fasse un tour directement à Montpellier, poser une petite question. S'il nous reste un tout petit peu de temps, on reproposera une question pour le site qui le souhaiterait. Apparemment, il n'y a pas de questions à Montpellier, Florian. Allez, il y en a une. Il suffit que je dise qu'il n'y en a pas. C'est l'effet 14h30, ça. Hein. Ouais, non, c'est bon, il y a quelqu'un. Magali de Blieux, donc je viens d'un vignoble de Provence. Je voulais savoir, donc, au niveau du réseau défi, il y a une grosse part d'accompagnement individuel et collectif. Est-ce qu'il y a un retour quand les exploitants sortent du réseau défi? Et est-ce que c'est des pratiques pérennes qui restent quand il n'y a plus d'accompagnement? Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément en place on n'a pas mis en place de suivi des viticulteurs ou des agriculteurs qui ont fait le choix de quitter le réseau. Après, il y a quand même un objectif aussi dans le réseau défi, c'est que toutes ces méthodes d'accompagnement et tout le travail qui est mis en place trouve quand même une certaine forme de pérennisation après l'accompagnement qui peut être proposé dans le cadre du réseau défi. Je prendrai juste un exemple, mais on a quand même, alors je ne l'ai pas dit, mais au niveau national, il y a presque 200 groupes, c'est-à-dire 200 conseillers. Les conseillers ne restent pas forcément en place très très longtemps, donc on a un fort turnover aussi des ingénieurs réseau. Donc tous ces ingénieurs réseau qui passent quelque part dans le réseau, ils sont formés et on espère en tout cas quand ils ressortent du réseau, qu'ils repartent aussi avec ce qu'ils ont appris et que quelque part ils continuent quelque part à appliquer ou en tout cas à accompagner les agriculteurs avec cette technique-là. Donc non, on n'a pas mis en place de suivi. En revanche, on espère que, alors sur les données, peut-être qu'on peut voir des choses. Je sais pas si Alexandre. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si Alexandre, tu veux compléter parce que ça fait partie des choses que tu veux faire. Oui, c'est plutôt pour dire que c'est au programme du projet FAST là, qui participe, que dirige Julie, qui participe à organiser la conférence. Et en fait, dans les enquêtes pratiques culturales, on arrive à retrouver des fermes de défis. Et donc l'idée, c'est même si elles ne sont plus suivies par le programme défi, on va essayer de les retrouver là, dans les prochains mois.
et de regarder l'impact sur leurs pratiques via les données qui sont enregistrées dans les enquêtes pratiques culturales. Et notamment comparer ça à des dispositifs de subvention type MAE, parce que là on peut penser que DEFI qui vise à repenser un peu tout le système de culture aura peut-être un effet plus périn que des MAE herbicides, mais voilà, juste pour dire, c'est une question qui nous intéresse et peut-être dans quelques années avec des résultats. Pour compléter, après, il y a les fermes qui quittent DEFI, il y a plein de raisons pour lesquelles elles quittent DEFI. Enfin, il y a des raisons qui peuvent être liées à la ferme elle-même, qui peuvent être liées aux accompagnants, qui peuvent être liées au fait qu'il y a eu aussi des appels d'offres avec des groupes réduits. Enfin, voilà, il y a plein de raisons. Il n'y a pas une raison unique en fait pour quitter DEFI, mais effectivement, c'est un sujet qui est très intéressant. Yann, François, est-ce que vous avez une question complémentaire à Bordeaux? Oui, j'ai une question. Vous m'entendez? On vous entend. Bonjour, Corinne Vachet de l'INRAE. Donc, j'ai une question par rapport à la communication qui est faite autour des trajectoires remarquables du réseau DEFI. Est-ce qu'il y a une communication qui est faite de manière à inciter les viticulteurs à utiliser cette même trajectoire, un peu comme on a vu dans l'exposé de ce matin sur les nudges? Est-ce que, par exemple, cette trajectoire remarquable, elle est envoyée aux jumeaux statistiques qui ont été mis en évidence dans la troisième partie de l'exposé? Alors pour répondre vraiment, précisément à la question, non, on n'a pas en tout cas la possibilité à l'heure actuelle de cibler précisément ces jumeaux pour cibler notre communication. On espère que dans le lot, il y en a certains qui vont tomber sur ces publications, mais en tout cas à notre niveau, au niveau de ce qu'on peut faire au niveau de la cellule d'animation nationale, on ne peut pas, mais on compte un petit peu sur justement les équipes de chercheurs pour nous aider peut-être à cibler ce public-là en particulier dans notre communication. Non, il n'y a pas de communication ciblée, on ne sait pas le faire. En plus, c'est plus des témoignages en fait, parce que les contextes des exploitations sont tous différents, les objectifs sont tous différents, donc c'est pas forcément une recette qui est communiquée, quoi. C'est vraiment un témoignage. Donc effectivement, c'est plus mis à disposition de la communauté pour s'en inspirer. Donc souvent ces fiches sont quand même contextualisées pour que les gens puissent voir effectivement si c'est des exploitations qui leur ressemblent ou si c'est très différent en termes d'objectifs, de contexte, etc. Mais on n'a effectivement même jamais réfléchi d'ailleurs à cibler cette communication telle que c'était dit, quoi. Yann Reynaud, j'ai une toute petite question en complément. Là, on parlait de la communication en dehors, mais même à l'intérieur. Il me semble que vous faites souvent des réunions de groupes défis. Là, tout à l'heure, il y avait une diapositive où on avait l'impression de voir deux sortes de planchettes de verre, suivant qu'ils étaient économes au départ ou moins économes. Et qu'est-ce qu'ils en pensent quand ils sont réunis en groupe comme ça et que certains voient il y a une sorte de planchette de verre à 4 et les autres à 8? Est-ce que ça les fait réagir? Est-ce que c'est comme ce matin, ils se disent de toute façon, vous nous comparez à des gens avec qui on n'est pas comparable ou... Il y a des ingénieurs réseau dans la salle, alors je ne sais pas, Paul Ramel était là, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je pense que vous êtes plus apte que nous à répondre à la question. Alors, question intéressante. Alors nous, on ne s'intéresse pas à l'IFT parce qu'on est en bio et donc du coup, ce n'est pas un indicateur qui nous parle vraiment, mais par contre, par rapport au cuivre, ça c'est vrai que ça les intrigue, et notamment aussi par rapport au nombre de passages, parce qu'il y en a qui sont à 7-8 et d'autres qui sont à 15. Et donc effectivement, oui, c'est vraiment ça provoque des questions et des interrogations. Après, de là à savoir est-ce que ça va faire en sorte qu'ils améliorent vraiment leur pratique petit à petit avec un cheminement et grâce à des interventions un peu extérieures, on arrive à lisser un petit peu ces grandes différences, mais c'est du travail de longue haleine. C'est pour ça que les groupes défis sont engagés sur 5 ans, quoi. Ça ne se fait pas sur un millésime, quoi. Oui, je suis Paul Armel Salin, animateur d'un groupe défi pour AgroBio Gironde.